Ce matin, il flotte comme un air de magie, d'Harry Potter dans ce studio. Notre invité est capable de faire apparaître un hélicoptère, disparaître un téléphone portable, voire même votre mari ou votre femme. Il n'a pas fait ses gammes à Poudlard, mais à l'école de magie et de mystère de Las Vegas. Bonjour Jad El-Hal. Bonjour. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous volatiliser ce matin. Ce n'est pas dans mes plans, non. Ok, tant mieux, vous restez avec nous. Jad El-Hal, vous êtes magicien. Comment est-ce qu'on devient magicien ? Alors, par pure passion, moi je me passionnais pour la magie depuis tout petit, je voyais ça à la télévision. Et puis c'est un après-midi complètement par hasard en passant dans une rue à Lyon, donc en France, que je suis tombé sur une boutique de magie qui m'a beaucoup intrigué. Je suis entré voir des démonstrations en live de magiciens. C'était la toute première fois de ma vie que j'étais face à un vrai magicien. Et ça m'a tellement plu que je suis ressorti avec un petit livre. Et ça m'a permis d'apprendre mes premiers tours de magie, puis de continuer par la suite. Vous avez été envoûté. J'étais envoûté. Vous vraiment. aviez quel âge ? J'avais 17 ans. 17 ans et quelques mois. Et votre premier tour, c'était quoi ? C'était faire apparaître une pièce de monnaie. Et vous faisiez ça devant vos copains ? C'était Alors ça, les premiers c'était... spectateurs ? Mes premiers spectateurs, c'était mes parents d'abord. Donc je testais tout sur mes parents, et puis en particulier sur mon frère. Puis ensuite, à l'école, le lendemain, ça me prenait d'envie d'aller montrer ça aux copains à l'école. C'était aussi un moyen pour moi de pouvoir communiquer avec les autres, parce qu'à l'époque, mon expression en français était très très mauvaise. Je venais d'arriver en France, j'avais tout juste 17 ans. Et donc c'est la magie un peu qui était mon facteur social. D'intégration. Ouais, exactement. Parce que on va le dire, vous êtes originaire du Liban, vous êtes né au Liban et vous êtes arrivé en France à 17 ans. Donc la magie, ça vous a servi de facteur d'intégration et d'apprentissage du français. D'apprentissage de français en quelque sorte, oui, mais surtout oui, pour me faire mes amis, je devais me rendre un petit peu spécial pour créer des liens sociaux, oui effectivement. Donc c'est la magie qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là. Et puis vous décidez de devenir magicien, de vous former, vous allez partir à Las Vegas à l'école de magie de Jeff McBride. Dans cette école-là, ça dure combien de temps ? On apprend quoi ? C'est assez vaste parce que la magie c'est vraiment un apprentissage infini. On ne cesse jamais d'apprendre. J'apprends encore, j'apprendrai toujours dans quelques années. Mais alors pour répondre à votre question, l'école de Jeff McBride, c'est des sessions de magie qui se font entre 3 jours et 2 semaines. Moi, j'avais fait donc 2 fois une semaine chez lui à Las Vegas, et puis on est vraiment plongé dans un univers magique du matin au soir, où on travaille, où on répète, où on réfléchit, où on lit des livres, etc. Donc c'est un domaine assez large. Après, on rencontre des artistes confirmés de Vegas. Du monde entier, j'imagine aussi. Ils sont internationaux, mais c'est ceux qui travaillent donc à Las Vegas dans le cadre de cette école. On les rencontre, on les interviewe, on échange avec eux, et ça nous permet de vite grandir et progresser par rapport à une formation qui se conditionne aux livres ou bien aux vidéos qu'on peut avoir. Vous produire à Las Vegas, ça vous fait rêver ? Alors j'ai déjà eu la chance de jouer à Las Vegas. J'avais participé à un concours de magie, donc le championnat américain de magie qui avait lieu à Las Vegas. J'ai eu un 3e prix, et puis ça m'a permis de pouvoir jouer le soir même dans l'hôtel qui accueillait l'événement. C'était une sacrée expérience, donc devant un public américain qui est complètement différent du public européen. Mais effectivement, en quoi c'est il est quelque chose... différent ? Alors ils sont beaucoup plus expressifs. Et ça change beaucoup de choses pour un artiste en général, parce que ils sont peut-être un peu dans l'excès, dans la réaction, mais vaut mieux avoir cet excès-là plutôt que le public réservé qu'il faut aller chercher. Voilà, chercher. Là, ils montent plus facilement sur scène ? Alors, ils montent plus facilement sur scène, ils sont beaucoup. Pour vous donner un exemple, j'ai l'impression qu'un public européen a besoin d'être touché dans ses profondes émotions pour qu'il puisse réagir à un numéro de magie. Je parle vraiment du domaine magique. Un public américain, il veut juste être impressionné, il veut juste être, il veut juste voir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, et puis là, on fait déclencher toutes les réactions possibles. Ils cherchent pas à savoir où est le truc, où est l'astuce, tandis qu'en Europe, on se méfie, on se dit ouais, mais il est en train de nous entourlouper. Oui, alors en fait ça c'est plutôt international, hein. C'est vraiment n'importe quel spectateur cherche un petit peu à savoir comment fonctionne le tour, parce que il est intrigué, puis on cherche toujours des explications. Non, c'est valable pour tout public, ça vraiment, oui.
Jad Elal, vous l'avez dit, vous avez reçu un prix, vous étiez 3e de ce concours américain de magie et vous avez aussi été primé, vous avez reçu le Merlin Award en 2014, c'est l'équivalent de l'Oscar de la magie, rien que ça. C'était une consécration. C'est venu suite à toutes les compétitions que j'ai fait en 2013. J'ai fait des nombreux passages télévisés. J'avais participé à l'émission Incroyable Talent version Arabs Got Talent qui avait lieu au Liban, donc dans mon pays d'origine. Et j'ai eu la chance d'aller jusqu'en finale. J'ai fait plusieurs passages qui ont été remarqués par cette agence qui décerne les Oscars de la magie et qui m'ont contacté donc pour me remettre le titre de magicien de l'année pour 2014. Vous êtes un magicien qui travaille aussi puisque vous avez une formation de technicien en radiologie. Vous continuez à pratiquer cette profession. On ne peut pas vivre de la magie. On peut vivre de la magie. Alors oui, je continue à pratiquer ma profession parce que la magie, je la vis comme une passion. Je ne la vis pas comme un métier. Je prends vraiment du plaisir à faire chaque seconde de magie, chaque minute de magie. Et je pense que voir la magie comme un métier, ça me changerait ma façon d'aborder l'art de la magie tout court, en fait. Donc je prends plus de plaisir à faire de la magie en tant que passionné plutôt qu'en tant que professionnel, entre parenthèses, de la magie, oui. Donc c'est un choix. Jad Elal, est-ce qu'il faut un don pour être magicien ou on peut tous le devenir? Alors justement, mon prof de magie qui s'appelle Jeff McBride à Las Vegas dit tout le monde peut devenir magicien à condition de remplir les 3 critères. Il faut un peu d'imagination, beaucoup de travail et beaucoup de patience. Et donc, vous avez les 3? Alors j'essaye d'avoir les 3, oui. Est-ce qu'il faut aussi un côté manipulateur quand même? Aimer manipuler les gens. Bien sûr. Donc une des branches de la magie qui est basée sur le mentalisme, c'est purement une branche qui est basée sur la manipulation dans le sens gentil du spectateur, où on essaie de l'influencer, ou alors de comprendre et de prédire ses choix. Donc pas forcément de vous influencer à faire quelque chose, mais d'essayer de savoir quelle serait votre réaction. Et une fois qu'on entre en interaction avec le spectateur dans ce domaine-là, on peut être considéré comme un petit manipulateur, oui. Notre invité qui va nous faire un tour de magie, puisque vous êtes magicien, Jad Elal, primé même, vous avez remporté un Merlin Award, l'équivalent des Oscars de la magie. Alors je vous laisse nous faire la démonstration de vos talents. Très bien, alors je vais vous montrer quelque chose. Ce matin, avant de sortir, je suis venu avec une petite boîte de DVD qui est vierge donc, et puis à l'intérieur, il y a encore un disque vierge. Je le confirme. Oui, voilà, merci, c'est bien d'avoir du témoin. Merci. Une Kobe et une témoin. Alors, je vais vous demander dans un instant de penser donc à un film. Oui. Vous l'avez en tête? Oui. Et puis vous me le dites à haute voix, s'il vous plaît. Je vous le dis? Vous pouvez me le dire à haute voix. Alors c'est Star Wars. Ok. Et puis vous allez me dire un mot qui vous passe par la tête à cet instant-là. N'importe quel mot qui vous passe en tête. Dark Vador. Dark Vador. Alors je vais écrire sur le disque que j'ai apporté. Dark Vador. Oui, vous êtes en train d'écrire. Très bien. Joli on va laisser noir. ce disque reposer dans magique le feutre. Ouais. On va laisser le disque reposer dans la boîte quelques instants. Ce qui serait rigolo, c'est que Dark Vador va s'emparer du disque que j'ai et va transformer le disque vierge en le film que vous avez cité qui était Star Wars. Regardez, chouette. Ça va assez vite parce que là à l'intérieur j'ai déjà le disque qui est toujours imprégné C'est vrai qu'il y a quelque chose derrière. De Dark Vador. Et sur l'autre côté du disque, j'ai Waouh, le DVD de Star Wars. Alors, je suis obligée d'avouer que oui, c'est vrai. Voilà. Alors, normalement, quand on fait ce genre de tour avec on va faire un selfie comme Star Wars, avec plaisir. Quand on fait un film mythique comme Star Wars, je suis dans l'obligation de garder quand même ça dans sa pochette originale et la maintenir comme ceci. Je pourrais vous l'offrir à la fin de l'émission. Alors là, il faut juste comprendre que la fourre du DVD était complètement blanche, la pochette était blanche, et là, c'est vraiment la pochette du DVD de Star Wars avec l'image. Enfin voilà, la vraie. Et on a rien vu. Enfin. Bref, c'est quoi le truc? Il est où le truc? Vous avez caché cette pochette dans votre veston ou... Non, je n'ai pas caché la pochette dans mon veston.
tout ça, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, un peu les choix, la prédiction des choix des spectateurs, et puis jouer un peu avec. C'est exactement, je viens de vous manipuler. Vous m'avez manipulé, c'est votre spécialité, la manipulation. Et je rajouterais juste que pour préparer ce tour, vous m'avez tendu des billets avec plusieurs noms de films que vous n'avez pas vus. Hein. Tout à fait. J'en ai tiré un au sort. Donc en fait, je pouvais aussi tomber sur un autre film, ce qui rend le tour encore plus impressionnant. Tout à fait. Donc Jad El-Hal, manipulation. Quand on connaît les trucs, quand on est magicien, qu'on a l'envers du décor, est-ce qu'il reste quelque chose de magique dans cet univers ou pas? Toujours. Parfois, quand on apprend des tours, donc je me place du point de vue magicien, parfois quand j'apprends des tours en contact avec d'autres magiciens, je trouve la méthode qu'ils utilisent et la logique qu'ils mettent en place pour aboutir à un numéro tellement incroyable. Parfois, c'est plus magique que le tour en lui-même. Récemment, j'avais été à un congrès donc de magie, parce que ça existe des congrès de magie en Italie, où un magicien espagnol donnait des cours, donc une espèce de conférence pour expliquer ses numéros aux magiciens. Et puis, un des numéros m'a particulièrement marqué par le process que ce magicien a mis pour trouver cette routine. Donc oui, on est toujours intrigué et fasciné par la magie, même quand on est magicien. Et c'est un travail de longue haleine, hein. Vous vous entraînez. Combien d'heures pour un numéro? Il y a alors, un numéro, c'est assez complexe à définir parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais une simple technique en magie peut aller de quelques heures de travail à quelques années de travail. Il y a une technique de magie qui m'a demandé 2 ans de travail pour 5 secondes d'effet, si vous voulez. Et c'était quoi? C'était de pouvoir alors les manipulateurs. Donc moi, je suis spécialisé en manipulation, et les manipulateurs, on aime bien les figures comme ça artistiques et puis compliquées avec entre autres un jeu de cartes, et puis on sait faire des éventails avec un jeu de cartes, et puis l'éventail que j'ai appris à faire, c'est un éventail complètement circulaire, donc vraiment un vrai cercle avec des cartes, et c'est une technique qui m'a demandé 2 ans de travail pour mettre ça en place. D'ailleurs, je crois que la magie, vous la pratiquez au quotidien entre 30 minutes et 1h30 par jour. J'essaye de pratiquer la magie, en tout cas la technique de la magie, entre 30 minutes et 1 heure par jour. Et puis quand je ne fais pas de technique, j'aborde d'autres aspects de la magie, comme les effets psychologiques ou bien les choses comme ça qui pourraient me permettre d'intégrer un numéro et d'être utilisé en magie, oui. Jad El-Hal, est-ce que le monde a besoin de magie? Je suis entièrement convaincu que le monde a besoin de magie, surtout ne serait-ce quand on écoute les infos, on se dit que une touche magique dans ce monde ne ferait pas de mal. Oui. Une touche de poésie aussi, alors. Oui. La magie, ça sert à quoi finalement? À part manipuler les gens très tôt le matin. Oui, non, à part manipuler les gens. Non, la magie, ça sert justement à montrer quelque chose aux gens, à leur déclencher des émotions que dans la vie de tous les jours, on les perd de plus en plus. Moi, en tant que magicien, mon point de vue, c'est ce que j'aime faire, c'est marquer une personne, donc de façon positive, bien sûr, parce que l'idée, c'est de la faire vivre une expérience unique, intrigante, positive, et nombreuses sont les personnes qui, en contact d'un numéro de magie, en parlent à leur famille pendant des jours, des semaines. Parfois, il y a des gens qui sont marqués à vie par un magicien, et ça, je trouve que c'est un vrai pouvoir. Le pouvoir de la magie avec vous, Jad El-Hal. Vous nous accompagnez encore pendant une petite dizaine de minutes. On va passer à RTS Religion. Une ou un président, les délégués de la Fédération des Églises protestantes de Suisse vont voter ce week-end. Et le sortant, Fabien Hunenberger, doit affronter une candidate imprévue. Oui, c'est du jamais vu dans cette vénérable institution qu'est la FEPS, qui réunit les églises réformées. Personne n'avait encore osé se présenter face à un président désireux de rempiler. Or, c'est ce que va faire la pasteure zurichoise Rita Famos, qui affrontera le pasteur bernois devant 70 délégués réunis à Chafouz. Et le fait qu'il s'agisse d'une femme, ça joue un rôle dans cette candidature. Et comment? Rita Famos ne s'est pas privée de rappeler le signal que représenterait l'accession d'une femme à ce type de poste. De nombreuses confessions chrétiennes ont d'ailleurs déjà fait le pas. Les anglicans ont les femmes évêques, et puis une femme a présidé les protestants allemands. Mais c'est pas tout. Certains propos du pasteur Locher sur la prostitution ou sur le rôle des femmes dans l'église lui ont déjà valu de fortes critiques durant son mandat. Et qu'est-ce qu'il avait dit ? Eh bien, il avait évoqué le double visage de la prostitution,
haïssable mais utile, avait-il souligné dans un livre paru en 2014. Je cite, « Elle constitue une tâche socialement utile. Les prostituées accomplissent un service irremplaçable à la société. » Et puis par ailleurs, 150 pasteurs avaient pétitionné contre lui en 2014 suite à la publication d'un article dans la Weltwoche où il estimait que lorsque les femmes prêchent, les images et les formulations sont modifiées, les hommes ne sont plus pris en compte. Et ça pourrait lui suffire à perdre le vote? Ça suffira sans doute pas, mais il existe un autre terrain sur lequel Gottfried Löscher est attaqué par sa concurrente, la question de l'incarnation du pouvoir. Dans le concert des églises qui forment la FEPS, le président doit être un chef d'orchestre et non pas un soliste, estime-t-elle. Critique à peine voilée ou rêve caressé par Gottfried Löscher de devenir une sorte d'évêque des réformés de Suisse, de voix autorisée du protestantisme helvétique. Un évêque réformé, c'est presque un oxymore. Bon, le mot est un peu tabou chez les réformés, mais la FEPS réfléchit sérieusement à une plus grande centralisation, à une plus grande visibilité et à un renforcement du rôle de président. Ils en parleront d'ailleurs ce week-end à Schaffhouse. Et bien du coup, la personnalité de ce président, sa manière d'exercer le pouvoir, d'incarner l'identité réformée, eh bien elle devient un véritable enjeu. Fabien Hunenberger, merci. Jad Elal.